on sera prêt. Eh ben, bonjour, petit rappel, hein, nous organisons cette réunion dans le cadre des rendez-vous pacte, hein, avec le soutien de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Le pacte étant le programme d'action en faveur des quartiers politiques de la ville, qui permet de mobiliser les grandes entreprises et qui existe depuis 2018. Donc aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'électronisme numérique. Donc, je remercie à nos deux intervenants, donc Frédéric Bardot qui va se présenter de Simplon et Patricia Dias de Schneider, donc qui est une entreprise très engagée dans le pacte depuis le démarrage. Donc, je vous propose peut-être pour planter le décor, Frédéric, je te laisse te présenter, et puis peut-être tu peux nous dire l'électronisme, l'électrisme numérique, juste nous donner deux, trois repères pour qu'on puisse engager cet échange en toute connaissance de cause. Avec plaisir, merci Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Moi, Jean-Patricia, ravi de faire cette intervention avec toi. Je vais te laisser la parole rapidement puisque c'est toi qui es très à la manœuvre et puis on va parler des collaborateurs et des équipes Schneider Electric. Donc c'est peut-être quelques mots d'introduction, effectivement. Donc moi, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon. Simplon, on fête cette année nos 10 ans. 10 ans d'inclusion avec du numérique dedans, donc au service des demandeurs d'emploi, mais aussi des salariés. Donc ça, c'est un peu moins connu que Simplon, mais Simplon forme aussi des salariés. Donc on va être un peu dans le sujet ce matin. Donc l'illettrisme numérique ou l'électronisme, comme tu l'as dit Laurence, qui est un mot un petit peu barbare, mais en fait la réalité qui est désignée derrière, elle n'est pas du tout barbare, elle est assez problématique. Les derniers relevés des compteurs là, du Sénat et de l'INSEE en 2019, c'est en cours de recomptage, disaient qu'il y avait 14 millions de personnes illettrées du numérique en France. Donc 14 millions, c'est pas l'épaisseur du trait, hein, c'est presque un Français sur 5. Et bien entendu, il y a une surreprésentation très forte dans cet illettrisme numérique des personnes de plus de 70 ans, des personnes qui sont peu ou pas diplômées, avec des niveaux de revenus très faibles et qui peuvent être dans des zones assez éloignées. Mais si ces publics-là représentent la majorité, il y a une grande minorité, un petit peu moins de la moitié, de personnes qui sont pas du tout sur ces critères-là et qui ont donc tous les âges, qui ne sont pas forcément demandeurs d'emploi, mais qui peuvent être aussi en emploi. Sur des métiers d'employés, de col bleu, mais on a tous constaté dans nos pérégrinations qu'on peut croiser des illettrés du numérique à des niveaux très supérieurs aussi de la fonction publique ou des grandes entreprises du CAC 40, hein, des illettrés du numérique, il y en a partout. Et comme tout est dématérialisé, pas seulement les services publics, mais aussi les SIRH et toutes les relations qu'on peut avoir dans notre société, bah, effectivement, être un illettré du numérique, c'est être exclu de la société. Et donc, c'est un véritable problème de politique publique qui a été pris à bras-le-corps depuis plusieurs années par le gouvernement, par les entreprises et par des opérateurs comme Simplon, mais pas que. Et donc, c'est un sacré défi qui est devant nous. Après le Covid, il y a eu 4000 conseillers numériques France Service qui ont été créés par le gouvernement pour faire de la médiation numérique et aider les citoyens illettrés du numérique à accéder à leurs droits. Mais je crois que, et Schneider l'a prouvé, il y a aussi le pendant dans les entreprises à trouver de cette lutte contre l'illettrisme numérique et de mettre en place des plans de formation, sachant que les financements, les certifications, toutes les ingénieries sont là, elles existent, il n'y a rien à inventer. Il faut les déployer avec intelligence et avec conviction, et c'est ce qu'on est ravis de faire aux côtés de Schneider Electric. Donc si ça te va comme introduction, Laurence, je peux bien passer la parole à Patricia. Mute. Bonjour à tous. Oui, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous me voyez. Vous voyez? Okay. Bonjour à tous. Donc juste pour me présenter, donc je suis Patricia Dias, je travaille au sein de l'équipe Learning Solutions du groupe Schneider Electric, où je gère 3 portefeuilles de formation, donc le digital, donc dans lequel s'inscrit ce programme Simplon, l'agile, donc toutes les formations autour des méthodes agiles, car nous avons une grosse transformation dans ce domaine, et la santé-sécurité, où c'est en fait ce qui représente la majorité des formations quand même de nos salariés, car nous avons des usines et énormément de formations réglementaires liées.
Mon périmètre porte sur l'ensemble du territoire France du groupe Schneider, donc c'est 15 000 salariés. Parmi ces 15 000 salariés, on a environ 4 000 personnes qui sont dites non connectées, donc qui n'ont pas de PC Schneider, qui n'ont pas de téléphone professionnel, ni d'adresse email. Donc en gros, c'est souvent les personnes qui travaillent dans les usines, sur les chaînes de production, donc nos opérateurs. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Schneider Electric, notre mission, c'est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients. Donc à ce titre, nous proposons des solutions d'efficacité énergétique aux clients de différents marchés comme les hôpitaux, l'agroalimentaire, les data centers, le résidentiel, les réseaux électriques et également le traitement de l'eau. Et nous fournissons donc des produits qu'on fabrique dans ces usines, mais également des services pour accompagner nos clients, et également du software, des logiciels qui permettent de monitorer des équipements. Donc ça, c'était une intro rapide sur Schneider. Je vais maintenant parler du contexte de projet de formation. Donc notre partenariat avec Simplon remonte à 2021. Et le contexte de cette rencontre était qu'on a mis en place dans nos usines, donc on a à peu près 25 à 30 sites de production en France. On a mis en place des learning corners dans nos usines. Donc, des learning corners, c'était des postes, soit des tablettes, soit des ordinateurs, qui permettent en fait à nos personnes dites non connectées d'accéder aux outils Schneider Electric et aux informations aussi sur l'entreprise. Donc au portail d'entreprise et aussi aux accès, un accès par exemple à l'outil de support RH, à l'outil pour déclarer les congés, à l'outil de formation qui s'appelle My Learning, etc. Donc ça, c'était la première partie. Et également, nos ouvriers ont l'obligation de suivre des formations obligatoires. Donc tous les salariés ont environ 4 formations obligatoires à suivre par an. Et on demandait donc à nos opérateurs également de suivre ces formations qui sont des formations en e-learning sur ces postes de travail. Pour accompagner en fait mise en place de Learning Corner, on s'est dit qu'on allait mettre en place un programme en présentiel dans ces usines pour les aider en fait à aller sur ces postes de travail, les aider à utiliser les ordinateurs et aussi limiter le temps passé par les RH dans les usines pour aider ces salariés. Donc l'idée, c'était de les accompagner à être plus autonomes en les formant, vous allez voir, une partie sur une partie personnelle et une partie sur le professionnel, de manière à ce qu'ils soient plus autonomes et qu'ils aient envie d'aller dans ces learning corners et qu'ils sachent comment utiliser les ordinateurs, sachant qu'on a à peu près 20% de salariés qu'on a estimés éloignés du numérique. On a aussi également eu, suite au Covid, la chance de bénéficier de la Convention de relance de l'industrie. Donc, on avait la possibilité de financer ce type de programme à hauteur de 50% en 2021 et 2022, ce qui n'est plus le cas en 2023 pour le moment, mais on a aussi bénéficié de financement, ce qui nous a permis de former beaucoup plus de salariés. Donc, la cible est donc les collaborateurs qui se sentent éloignés du numérique, donc principalement les opérateurs des usines. L'organisme de formation qui déploie, c'est Simplon, mais en partenariat avec moi. Donc, moi, je conçois une partie des programmes et Simplon conçoit l'autre partie. Et c'est les formateurs de Simplon que je forme aux produits Schneider, qui déploient ensuite sur les différents sites, donc des fois parfois en 3 lots différents, la formation. La durée et le format, c'est une demi-journée par groupe de 10 personnes en présentiel, et on a organisé des sessions de jour et des sessions de nuit. On a 3 contenus, donc on en a créé un premier en 2021 où on a formé 600 personnes. On a créé une V2 en 2022 où on en a formé plus de 1000, et on est en train de concevoir la V3 où on va avoir également autour de 1000 personnes à former. Donc l'idée étant de faire un parcours de formation pour ces collaborateurs. Peut-être sur ce point-là, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est à la fois l'approche personnelle et professionnelle dans le fait d'avoir lancé cette formation. Peut-être là-dessus, Frédéric, comment tu as
enfin, tu es intervenu, donc on a vu, vous vous êtes réparti un peu le travail de contenu, mais concrètement en termes de processus, puisqu'on a plusieurs représentants d'entreprises là qui nous écoutent, comment ça se passe en prenant l'exemple de la relation avec Patricia? Bah, effectivement, au début, il y a une discussion, il y a un cadrage, hein, comme tout projet. En fait, il faut qu'on comprenne effectivement le besoin, la spécificité des publics, leur répartition géographique. Mais ça, je pense que Patricia va y revenir, puisqu'on a été dans les usines. Et donc, voilà, il y a tout un aspect un peu logistique, hein, parce qu'il y a des sites Schneider Electric un peu partout. Donc, il faut comprendre le contexte, effectivement, se mettre d'accord sur quel est le curseur entre la formation aux outils Schneider et la formation qui sera dédiée à des outils numériques du quotidien qui peuvent améliorer les vies des équipes, parce que l'illettrisme numérique, il n'est pas que pour les outils Schneider, il est en général. Donc on co-conçoit, et Patricia a eu raison de le rappeler, les contenus de formation, hein, on se met d'accord là-dessus, mais il y a une espèce de travail de diagnostic qui là avait été fait en amont par Schneider, donc ça c'est pas toujours le cas. Donc je le précise parce que souvent on est un peu à l'aveugle et on ne sait pas combien, qui, où. Et là il y avait eu un gros travail de fait en amont, mais je parle sous le contrôle de Patricia, pour faire le diagnostic d'illettrisme numérique. Donc ça c'était vraiment du velours, hein, pour nous, parce que le diagnostic était fait et il n'y avait plus qu'à discuter de qu'est-ce qu'on allait dérouler et comment, quoi. Mais c'est vrai que cette phase de cadrage là, elle est complètement indispensable au départ. Si on ne sait pas quel est le problème et comment le quantifier ou le qualifier, bah, effectivement c'est plus compliqué d'avancer à l'aveugle, hein. En fait, c'est un projet qui implique énormément d'acteurs. En fait, c'est pas juste Simplon et moi, c'est vraiment tous les RHBP de toutes les usines. On a fait des sondages pour savoir en fait quels seraient les contenus dont les opérateurs auraient besoin. Avec le recul également, comme on a toujours les mêmes formateurs, donc on a eu les mêmes formateurs pendant 2 ans, j'ai aussi sondé les formateurs pour voir aussi sur le terrain ce que eux ressentaient, quels étaient les besoins de ces opérateurs en fonction des formations et des questions qu'ils avaient. Et c'est ça, petit à petit, qui nous a amené à concevoir chaque année les nouveaux programmes, en parallèle aussi avec l'évolution, par exemple, des outils. Si on avait un nouvel outil, on l'incluait, ou l'évolution de la connectivité. Donc, par exemple, quand je parle de Teams, là, dans le programme V3, on a un programme de déploiement de Teams sur les téléphones personnels de nos opérateurs. Donc, l'idée, c'était aussi d'accompagner ce changement avec un vrai formateur qui assiste les collaborateurs qui le souhaitent à installer tous les logiciels qui permettent d'utiliser Teams, d'accéder éventuellement aussi sur leur téléphone personnel au logiciel de l'entreprise. Donc, vous pouvez voir les contenus, hein, il y a toujours donc la moitié, c'est le contenu personnel. Donc la V1, c'était qu'est-ce que c'est que les outils digitaux, qu'est-ce que c'est que le mail, comment le créer, comment utiliser un navigateur Internet. Et on avait utilisé aussi Simplon pour pouvoir expliquer comment fonctionne le CPF et comment mettre ses heures de diff sur le CPF. Donc on les a assistés aussi pendant ces sessions à mettre leurs heures de diff parce qu'on avait une date butoir, hein, en 2021, si vous vous souvenez, on risquait de perdre 2 000 €. Donc on a profité de cette formation aussi pour cette tâche-là. Et de l'autre côté, on avait une familiarisation aux outils Schneider, donc le SPICE, c'est-à-dire le portail d'entreprise. Support à Schneider, c'est un outil de support RH où on peut poser des questions, créer des tickets. MLL, c'est notre outil de formation, donc qui permet de suivre des e-learning. Et Payling, c'est l'outil de déclaration des congés, donc de suivi et de déclaration de ces congés. Donc l'idée, c'était quelque part de leur donner 2 types de compétences, donc pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls quelque part sur leur ordinateur à la maison et qu'ils soient capables aussi dans les learning corners d'utiliser nos outils. On a été un peu plus loin avec la V2, où encore une fois, on est revenu sur le mail perso parce qu'il est nécessaire pour toutes les étapes suivantes. Donc pour les gens qui n'avaient pas d'email, on les a aidés à en créer. On a parlé aussi un peu de cybersécurité, de tous ces concepts. Et ensuite, on a créé plusieurs volets, donc le volet santé, parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes ne connaissaient pas Doctolib, par exemple, ne comprenaient pas Amélie, et on leur a montré comment accéder en fait à notre site de la mutuelle MES, donc on a notre mutuelle d'entreprise, comment créer un compte et comment bénéficier des services, par exemple pour se faire rembourser plus vite, notamment scanner par exemple une ordonnance, la déposer sur le site et puis se faire rembourser 2 jours plus tard. Expliquer aussi la téléconsultation qui est proposée par notre mutuelle, parce que ça peut être utile, surtout quand on est dans des zones rurales où on manque de médecins.
On a profité également de parler de notre nouvel accord formation. On avait un nouvel accord formation, notamment par rapport au CPF. Donc, comment, en tant qu'ouvrier, je peux aussi mobiliser mon CPF pour me former avec un abondement de Schneider Electric. Donc, il y a un processus particulier qu'on a expliqué aussi aux ouvriers. On leur a expliqué l'importance d'un coffre-fort électronique, pourquoi mettre son bulletin de salaire dans un coffre-fort électronique, comment se connecter à son compte d'épargne salariale. On a un outil de suivi de toute notre épargne salariale. Et on est revenu sur Payling, donc la saisie des absences, et éventuellement, quand il restait du temps, mais c'était très dense, impôts.gouv.fr pour qu'ils puissent être autonomes dans la déclaration de leurs impôts sur le revenu. Ça, c'était les programmes des années 2021 et 2022. Et là, ce qu'on est en train de concevoir, donc c'est un programme autour de la gestion documentaire. Donc, en allant, en dispensant le contenu V2, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas comment scanner, transférer, récupérer un document. Et on voulait aussi en exemple pratique, parce que l'idée, c'est toujours d'expliquer en théorie, mais qu'ils manipulent. Donc, on leur envoie 11 PC à chaque fois pour qu'ils puissent manipuler. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent accéder au site de ma retraite et qu'ils aillent télécharger leur relevé de carrière et qu'ils puissent le stocker et éventuellement qu'ils comprennent comment se l'envoyer par mail, etc. Donc, c'est vraiment un exemple pratique. Et l'idée étant, encore une fois, de donner de l'autonomie aux gens et de libérer un peu aussi nos RH, parce que ça leur prend beaucoup de temps dans les usines, finalement, de les aider à télécharger ces documents, sachant qu'on a des populations parfois vieillissantes qui ont besoin de pouvoir vérifier si tous les trimestres ont été pris en compte, etc. Ensuite, on a la partie professionnelle, donc StepUp, c'est un outil qui existe depuis quelques années, mais qu'on déploie maintenant dans nos usines, qui est un outil de reconnaissance interne. Donc, on peut dire merci à ses collègues via un outil ou leur donner des points qui leur permet d'acheter des cadeaux. Donc ça, on veut que les ouvriers aussi puissent l'utiliser. Et donc l'outil collaboratif Teams, donc comment installer, quel est l'usage de Teams, à quoi ça sert et comment l'installer sur son téléphone. Et à la fin, on va faire un bilan et questionnaire de la formation. Donc avant, on le faisait en version papier et là, on le fait avec un formulaire Microsoft. Et donc, on leur montre comment scanner un QR code pour répondre à un questionnaire ou comment cliquer sur un lien pour répondre à ce questionnaire. Voilà, ça c'est vraiment le contenu. Oui. Il y avait une question dans le chat de Marie qui demandait, d'un point de vue juridique, comment est-ce qu'on a fait pour accompagner les salariés sur leur téléphone personnel? Est-ce que ça a été un sujet En fait, juridiquement, en fait, c'est vraiment au volontariat. Donc, on va jamais forcer quelqu'un, en effet, à installer Teams ou installer des outils professionnels sur les téléphones personnels. Après, juridiquement, moi, je suis pas dans cette partie-là. Donc, je sais pas. Je sais que Nils est là. Je sais pas si tu aurais commenté, Nils. Je sais que c'est des vagues de déploiement global. C'est partout dans le monde qu'on essaie de pousser cette initiative et on fait par vagues. Donc, il y a plusieurs usines impactées en France, mais aussi dans le monde, où on essaie de promouvoir cette initiative. Je pense qu'on a présenté ça aussi au CSE, bien sûr, mais après, juridiquement parlant, je ne sais pas si on a fait d'autres choses. C'est plus ou moins ce que j'avais répondu. Ah, merci Nils. Et j'ai pas plus de détails, Patricia, mais je confirme tout ce que vous avez dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si... Oui, n'hésitez pas, soit les mettre dans le chat, soit à prendre... Moi, je ne vois pas le chat, alors... oui, soit lever la main, mais on prévient. Oui. Donc, c'est juste pour vous faire le bilan de ce qu'on a déployé. Donc, la première année, on a commencé en juin, on a fait un pilote, et entre juin et novembre, je dirais, ou juin et octobre, on a quand même fait 80 sessions, donc d'une demi-journée. On a formé 23 sites, donc vous voyez, on est assez éclaté. On avait partagé en 4 régions, donc avec des formateurs qui travaillent dans des régions particulières, donc la région ouest, le sud-ouest, après tout ce qui est Rhône-Alpes, on a fait le sud également et le Grand Est. Donc avec, je ne sais plus combien on avait de formateurs, peut-être 7 formateurs différents. Donc on a formé en amont au contenu. J'ai fait des vidéos et j'ai fait aussi des webinaires avec eux et après ils avaient l'enregistrement. Et ces formateurs, soit ils recevaient donc les PC sur les sites. La première session recevait 11 PC qu'on avait préparés pour qu'ils puissent être utilisés par nos opérateurs. Et ensuite, les formateurs acceptaient de prendre avec eux les PC et d'aller sur les sites suivants.
et on envoyait via un transporteur en fait les PC quand il y avait un changement de région ou de formateur pour la session suivante. Donc c'est quand même une grosse logistique pour rien que la gestion des PC, c'est pas c'est pas facile. Après, c'est tout ce qui est coordination. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un projet où il y a vraiment énormément d'acteurs parce qu'il y a les RH de chaque site qui sont vraiment très impliqués. Le succès de cette opération, c'est en amont qu'on ait des logins et des mots de passe qui fonctionnent parce que dans nos postes de travail connectés, quand on ne va pas pendant 3 mois sur le poste, le mot de passe devient obsolète. Donc il faut faire un reset. Donc chaque RH doit s'assurer que les personnes qui sont formées soient équipées avec les bons logins et passwords, que ces personnes soient prévenues du contenu et qu'elles puissent amener les prérequis. Par exemple, si on va parler de mail perso, on va leur demander d'emmener le nom de leur mail et puis leur mot de passe. Comme on a parlé de la carte santé, il fallait qu'elles emmènent leur carte de mutuelle. Donc voilà, il fallait vraiment respecter ces prérequis. Et donner l'ensemble des noms, parce qu'on avait aussi cette problématique de création sur le site de l'OPCO l'année dernière, où il fallait qu'on crée tous les dossiers, donc on en a créé plus de 1000, pour pouvoir bénéficier également des financements. Donc il fallait qu'on ait les conventions, donc on est avec Simplon, avec les équipes administratives de Simplon, on a des échanges quotidiens pour prévoir chaque session, sachant que parfois on a 3 sessions en même temps. Donc c'est une très très grosse logistique et un très gros suivi, mais après moi, je vois un bénéfice et je vois un sens à tout ça parce que nos salariés sont hyper heureux en fait d'être formés et c'est une formation qui est plébiscitée. Donc du coup, même si ça nous prend du temps en logistique, on est quand même satisfait puisque voilà, les gens sont contents d'être formés. Donc c'était 660 personnes formées la première année. Et la deuxième année, on en a formé 1034. On a fait 156 sessions de jour et de nuit pour 25 sites. Et avec un taux de satisfaction autour de 8,5 sur 10. Patricia, il y a une question de Jude. Oui, Jude. Je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Oui, c'est super. Oui, je me permets de revenir sur le diagnostic de ce public. Vous utilisez quel outil pour réaliser le diagnostic de ce public? On n'a pas vraiment d'outils. C'est les RH en fait qui connaissent bien leur population sur leurs usines. Et c'est bon, il y a certaines usines qui ont décidé que tous les gens devaient y passer. Donc, de manière systématique, ils ont formé 150 personnes parce qu'ils se sont dit que ça faisait de mal à personne d'être formé. Donc, il y a évidemment des niveaux différents. Je dirais qu'il y a des gens, ils sont plus à l'aise et d'autres qui sont pas du tout à l'aise. Donc, on n'a pas forcément tenu compte des niveaux. Et dans certaines autres usines, c'est au volontariat. Donc, on dit aux gens qu'on pense en fait devoir avoir besoin de cette formation, on leur propose la formation et ils s'inscrivent. Donc, on n'a pas vraiment un outil de diagnostic. Merci. De rien. Elle est gratuite pour les salariés, hein. C'est pas gratuit dans le sens où on paye Simplon, oui. si vous voulez. Non, d'accord, mais pour le l'usine qui paye. Ah oui, bien sûr, c'est une formation dans le cadre du plan de formation, si vous voulez. Donc, c'est une formation qui est une formation présentielle qu'on paye à Simplon. Comme je vous disais, l'année dernière, on avait la moitié qui était prise en charge par l'OPCO. Cette année, c'est plus le cas. Donc, c'est quelque part l'usine, les managers qui payent en fait la formation. Ça rentre dans le cadre de notre plan de formation. Donc, voilà les profils des salariés formés. Donc, on a 42% de femmes pour 58% d'hommes. Après, c'est pas choquant dans le sens où on a aussi plus d'hommes dans les usines que de femmes. Vous voyez qu'il y a 43% de personnes qui ont entre 51 et 60 ans. Donc, c'est aussi des gens assez entre guillemets âgés. Et 27% entre 41 et 50 ans. On a aussi des jeunes de moins de 30 ans qui en bénéficient, notamment les nouveaux arrivés. En fait, on les met dans les programmes V1 pour qu'ils comprennent comment utiliser les outils. En fait, c'est pas juste des gens qui sont forcément éloignés du numérique. Ça peut être aussi des gens qu'on veut former à nos outils et on utilise Simplon pour ce biais-là, notamment dans l'onboarding. Et une majorité d'ouvriers, bien sûr, mais aussi d'ATAM et un petit peu de cadres. Et du coup, est-ce qu'à ce moment d'onboarding, c'est un moment aussi de diagnostic pour leur proposer les autres modules ou pas?
Moi, je suis pas sur les usines, si vous voulez, donc je vois pas ce qui se passe une fois que la formation est lancée. Je coordonne juste à distance. Mais je pense qu'en effet, les RH, pour l'année suivante, par exemple, ils vont remettre dans les parcours les gens qui en ont besoin. Donc, on a des gens qui ont été formés en 2021, qui ont été formés en 2022 sur le V2 et qui vont être aussi dans le module V3. L'idée, c'est d'avoir aussi une progression. Et est-ce que vous avez été surpris par rapport à l'objectif, par l'importance du besoin ou justement là on voit les avis, enfin voilà l'importance du besoin et sur ce type de formation? Oui, moi je dirais que j'ai été surprise parce que au départ les gens veulent pas y aller parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin. Donc des fois, il faut les forcer, on les inscrit de force, quoi, entre guillemets. On leur dit bon, faut que vous y alliez, c'est comme ça, c'est une formation obligatoire. Et en fait, de bouche à oreille, on se rend compte que finalement, les gens, quand ils sortent de cette formation, ils sont tellement contents, mais que finalement, ils plébiscitent cette formation et tous les collègues veulent aussi en faire partie. Donc j'ai eu des cas où le site avait peine à trouver 10 participants le matin et 10 participants l'après-midi, la première journée. Et après, dans le reste de l'année, ils m'ont demandé 2 jours de plus, quoi. Donc, j'ai eu 4 sessions en plus sur certains sites, alors que même le RH avait du mal à trouver au départ des volontaires, quoi. Parce que le bouche à oreille est jouant et les gens ont vu leur intérêt, ils ont compris en fait que il n'y avait pas de jugement et que c'était aussi une formation pour eux-mêmes, donc pour les autonomiser dans leur vie personnelle, mais aussi pour qu'ils puissent aussi s'intéresser aux outils de l'entreprise, qu'ils sachent comment faire fonctionner, aussi comment être autonome pour déclarer leur congé, ce genre de choses, pas dépendre de leur manager pour tout ou de leur RH. Ils ont vu aussi leur intérêt. Donc je pense qu'au début c'était dur, c'était un peu on forçait les gens. Et maintenant, quelque part, on n'a plus à forcer, on a peut-être même trop de demandes par rapport à l'offre, quoi. Vous voyez, donc et ça dépend des sites, en fait. Il y a des sites où ils sont vraiment promoteurs. Je vous dis, ils prévoient de former toute la population. Il y a des sites qui ont plus de mal, peut-être aussi parce que le niveau des gens peut-être aussi est plus élevé par rapport au numérique. Frédéric, est-ce que cette démarche là quand même qui est un engagement très fort de Schneider, on voit bien voilà, il y a déjà une personne qui s'occupe à temps plein et plus qu'à temps plein de ce programme. Est-ce que c'est une expérience qui existe auprès d'autres entreprises ou où ça se développe ou c'est voilà quand même quelque chose, ce niveau d'engagement sur ce sujet est peut-être très spécifique à Schneider. Comment tu vois voilà, cette tendance-là et la capacité d'engagement des grandes entreprises à aller sur ce sujet? Effectivement, la démarche de Schneider Electric, elle est on va dire volontariste, à l'échelle, très engagée. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas se généraliser, malheureusement, même si je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Il y a d'autres entreprises qui ont pris un peu le taureau par les cornes. Historiquement, on a fait des projets avec Suez, par exemple, qui ont une population de reapers, donc les personnes qui sont derrière les camions poubelles, qui étaient en situation d'illettrisme numérique et qui, avec la dématérialisation du SIRH, en fait, étaient en difficulté pour accéder à leurs droits, déposer leurs congés, leurs arrêts de travail, etc. Donc, j'ai envie de dire, les entreprises, soit elles tapent dans le dur et en fait, elles sont mises au pied du mur et elles n'ont pas le choix, parce que sinon, elles perdent 15 à 20% de leur workforce et c'est pas possible de perdre 20% de ces équipes quand on dématérialise ces processus RH. Soit on est dans une approche un peu plus RSE, maintien et développement du compétence des collaborateurs et un peu plus volontariste. Mais là encore, à chaque fois, il y a toujours une problématique qui s'est posée. En ce moment, on est en train de faire quelque chose qui peut ressembler à ce qui se passe chez Schneider Electric au niveau de L'Oréal. Et là encore, L'Oréal, le DRH nous a dit, nous, on y va parce que pendant le Covid, en fait, ça a démontré qu'on avait une partie de nos collaborateurs qui étaient en difficulté. Et donc, voilà, il y a toujours un phénomène déclencheur. Après, effectivement, c'est des démarches qui sont assez singulières, assez spécifiques à chaque entreprise. C'est en train de se développer, mais c'est pas en train de se généraliser. Donc, je pense que c'est un peu reculé pour mieux sauter, parce que de toute façon, tout va continuer à se dématérialiser. Donc, ça va rester un enjeu assez fort.
Mais comme le disait Patricia, c'est compliqué logistiquement, le diagnostic n'est pas évident. En revanche, l'impact sur les collaborateurs, il est incroyable. Les outils d'ingénierie financière sont là aussi, hein. Donc effectivement, Patricia l'a dit, il faut payer Simplon, mais il y a des prises en charge qui sont faites au niveau des OPCO, on peut mobiliser le CPF, on peut abonder le CPF des collaborateurs. Donc il y a des solutions aussi à ce niveau-là. Et côté Simplon, on fait autant d'ingénierie pédagogique que d'ingénierie financière, hein. Patricia l'a dit, on est vraiment à la manœuvre pour aider, diminuer le reste à charge pour l'entreprise, hein, que ce soit le plus faible possible. Mais voilà, je dirais que ça commence, mais que voilà, c'est un besoin qui est de toute façon vrai pour tout le monde, hein. Bon, bien sûr, quand on est dans une grande entreprise du numérique, je vais aller chez Google ou chez Microsoft, l'illettrisme numérique, c'est pas un sujet. Mais dans toutes les boîtes, on va dire normales, qui sont pas dans le numérique ou qui le sont, mais pas du fait du cœur de leur activité. Bon, Schneider, on est un peu au milieu du gué, hein, parce que le numérique, c'est au cœur de leur business. De toute façon, ça va se développer. Il y avait deux questions. Oui, Jean-Philippe Conégero, peut-être vous pouvez la poser directement et puis présenter aussi à quelle entreprise vous appartenez. Jean-Philippe? Oui, Jean-Philippe Conégero, bonjour. Donc, je travaille pour le groupe Aéroport de Paris. Je m'occupe en particulier de tout ce qui touche à l'insertion pour le Grand Roissy, le Bourget. Et nous avons un rôle vis-à-vis de la communauté aéroportuaire, puisqu'intégrateur de services à 96%, plus de 1000 entreprises travaillent pour nous. Et nous avons beaucoup de salariés parmi nos prestataires qui sont peu ou pas diplômés et qui ont des grandes difficultés dans ce domaine. La question que je voulais poser est double, c'est-à-dire comment vous avez communiqué pour présenter ce programme, tout particulièrement vis-à-vis de ceux qui n'ont pas d'ordinateur, sachant que dans les entreprises aujourd'hui, on communique surtout via Outlook et le réseau email. Et la deuxième chose, c'est quel message vous avez diffusé. J'imagine que vous n'avez pas communiqué en disant vous connaissez rien au numérique, venez donc vous instruire. Je pense que c'est très compliqué pour beaucoup de gens de dire je suis complètement nul en la matière, de la même façon qu'il est toujours très difficile de dire que l'on ne sait pas lire ou que l'on ne sait pas écrire. Donc quand j'entends que des RH ont forcé, je serais curieux de savoir comment et sur la base de quel diagnostic, parce qu'il y a quand même une atteinte, je trouve, quand même au respect de la personne que de dire vous allez forcément devoir suivre cette formation. Donc autant on peut imaginer qu'il est indispensable de devenir meilleur sur des logiciels qu'on utilise dans le travail, autant là pour le coup les fondamentaux du numérique, ça me semble un petit peu compliqué. Donc je suis très preneur des solutions que vous avez utilisées. Encore une fois, c'est les RH en fait qui sont à la manœuvre dans chaque usine, donc chacun a sa manière en fait de communiquer. Il n'y a pas eu d'harmonisation de la communication. Moi, je leur ai fourni les programmes et je sais qu'il y en a qui ont fait des affiches qu'ils ont mis au niveau des machines à café. On peut utiliser les comme-écrans aussi dans les usines. Et après, je pense que ça passe beaucoup par le dialogue auprès des managers. En fait, les RH ont vendu le programme aux managers pour leur demander qui dans leurs équipes pourrait rejoindre ce programme. Donc après, on n'a pas, je vous dis, une communication. On a aussi surtout parlé aussi aux syndicats. Lors des commissions formation, lors des CSE, c'est un programme qu'on vend, hein, qu'on propose, qu'on explique le concept et justement, c'était une vraie demande en fait de la part de nos syndicats de ne pas laisser sur le chemin des opérateurs, puisque tous les connectés quelque part ont accès facilement au réseau, accès aux formations, etc. Vraiment de manière facile. Et on avait toujours l'impression que nos 4000 personnes non connectées étaient laissées de côté. Donc tout ça fait qu'on est quand même dans une dynamique positive. C'est pas forcé, c'est juste que dans certains sites, on dit que cette formation, elle est systématique pour tout le monde. C'est pas qu'on force les gens, c'est que comme on a des formations obligatoires autour de la cybersécurité que tout le monde doit suivre, par exemple, et c'est pas contestable, certaines personnes dans certaines usines vont aussi à ces formations autour des fondamentaux du numérique. Et pour répondre aussi à la question sur le mode de communication, ça, je parle sous le contrôle de Patricia, mais c'est vrai que c'est l'approche Simplon et c'est l'approche aussi qu'on a développée avec Schneider Electric. Mais
il y a une bienveillance dans la communication, dans l'approche, dans la formation. Enfin, on sait qu'on met les gens en difficulté en leur disant qu'ils sont illettrés du numérique, même si on ne le dit pas comme ça. Donc, c'est une autre manière de le penser. Mais en même temps, les gens sont en difficulté. Et donc, les gens ont des mécanismes d'évitement. Ils sont obligés de chercher des aidants, soit professionnels, soit personnels, pour les aider à faire leur démarche. Donc, pour le coup, on vient soulager un vrai problème et on le fait avec bienveillance, sans stigmatiser les gens et effectivement en leur disant que ça peut les aider et professionnellement et personnellement. Et ça, le besoin et le problème, il est réel et il est déjà ressenti. Donc, c'est exactement ce que disait Patricia. Au début, il y a peut-être un peu de réticence, mais après, compte tenu de la bienveillance de la formation et du fait qu'elle a un impact direct sur la vie personnelle et professionnelle des équipes, bah pour le coup, voilà, la vapeur se renverse assez facilement. Mais dans la communication, c'est très important, effectivement, de ne pas stigmatiser les gens, mais de leur dire que c'est là pour les aider, quoi. On ne présente pas ça comme une formation pour les illettrés du numérique, en fait. On va plutôt proposer une formation pour les aider à maîtriser les outils Schneider et être plus autonome sur les outils du numérique. Mais voilà, on stigmatise pas les gens du tout, en fait. C'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, les gens, vous voyez, ils demandent plus, ils veulent plus, ils trouvent que c'est beaucoup trop court, une demi-journée, ils voudraient une journée entière. Enfin, une fois qu'ils y sont, ils sont très contents, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pour poursuivre, peut-être Frédéric, sur la façon dont concrètement tu parlais d'ingénierie financière, évidemment d'ingénierie pédagogique. C'est quoi un peu le processus pour une entreprise qui aurait envie d'avancer sur cette question? Comment elle s'y prend avec Simplon? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une phase de cadrage, hein, et une phase de diagnostic. Donc ça, c'est très important de passer du temps là-dessus parce que ça peut... Enfin, il y a une hypersensibilité au début sur le diagnostic. Est-ce qu'on est sur la base du volontariat? Est-ce qu'on fait un diagnostic plus poussé pour faire du ciblage quantitatif ou qualitatif? Qu'est-ce qu'on va proposer aux gens? La manière dont on va le proposer. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc là, on a des équipes qui sont connectées, là, que ce soit Amandine ou Céline, qui font ça toute la journée. Qui l'ont fait dans des entreprises de taille vraiment très différentes, sur des populations très différentes, hein. Là, c'est des gens qui sont dans des usines. On a pu le faire sur des salariés en insertion. On l'a fait sur des cadres aussi. Donc, voilà, c'est assez différent, mais c'est important de passer énormément de temps à se dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme résultat, quel est vraiment le besoin, quels sont, parce que le diable est dans les détails, les contraintes logistiques qu'il peut y avoir quand on fait du présentiel. Et les questions des PC, là, paraissent anecdotiques, mais en fait, elles ne le sont pas du tout, hein. La question des formateurs volants, qui sont dédiés aussi, la continuité des formateurs est très importante dans le cadre de ce programme-là, hein, puisque c'est eux qui font des feedbacks, qui itèrent, qui nous permettent de moduler les contenus de formation. Donc, une fois cette phase de cadrage-là, c'est vrai qu'on connaît un peu l'étendue de la question et après, on va chercher les financements, on discute avec les OPCO, on essaye de mettre en place des choses, on met en place une stratégie financière pour pouvoir adresser la problématique et diminuer le reste à charge pour l'entreprise. Puis après, c'est assez classique, hein, il y a une phase de run, pour le coup, où on déploie des premiers pilotes. Ça peut être des pilotes régionaux ou des pilotes par type de population aussi. Et puis après, on itère et on met à jour. Ça, c'est très important. Je le mettais dans le chat, mais V1, V2, V3, les contenus, ils ont bougé à chaque fois. Et pour le coup, ça crée des parcours différents. Et c'est pas tout le contrôle de Patricia, mais il y a des gens qui veulent rentrer dans le dispositif et on ne les fait pas rentrer sur la V3. On les fait rentrer sur la V1. Et comme ça fait une logique de parcours, comme Patricia le disait. Donc ça, c'est important. Et puis après, on a déjà discuté avec des équipes Schneider pour porter ce programme-là aussi peut-être dans d'autres pays. Donc ça aussi, c'est possible, hein. Il y a des entreprises qui sont multinationales. Et là encore, l'illettrisme numérique, c'est une problématique mondiale, hein. Ça n'est pas que français. Et donc, on a des problématiques un peu partout. Mais ce qui est important, ce que j'avais envie de dire aussi, je le disais un peu dans le chat, c'est les ingénieries financières sont conditionnées aux OPCO, à certaines prises en charge, à la mobilisation du CPF, mais aussi à certains types de certifications.
Donc là, en l'occurrence, on ne vise pas de certification, même si ça pourrait être le cas à terme, si on empilait les modules et qu'on voulait faire une logique de parcours. Mais il y a des certifications qui permettent d'améliorer les prises en charge. Donc à Saint-Plon, on en a déposé une à France. Bon, il y a Cléa numérique. La problématique avec Cléa numérique, et c'est ça qu'on est très content d'avoir convaincu France Compétences de faire, c'est que pour faire Cléa numérique, déjà, il ne faut pas être illettré du numérique. Parce qu'il y a effectivement, comme pour passer un diagnostic PIX par exemple, c'est aussi pareil. Il y a des grandes entreprises comme La Poste qui ont généralisé PIX, et le premier feedback qu'ils nous ont fait, qu'on constatait sur le terrain, c'est qu'il y a des gens qui sont même pas capables de passer PIX. Donc ça, c'est pour ça qu'on a convaincu France Compétences de mettre en place une certification, dont on est certificateur, qui s'appelle Compétences informatiques fondamentales. Parce qu'avant de faire du numérique, il faut d'abord faire de l'informatique, il faut savoir se servir d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone. Et donc en fait, il y a une logique de parcours où même avant Cléa numérique, souvent il manque une marche. Et c'est cette marche-là qu'on essaye d'adresser par des programmes comme ça ou par des certifications comme compétences informatiques fondamentales. Donc il y a plein de leviers. Il faut tout mettre sur la table et puis il faut regarder par quel bout on attaque le problème, sachant que c'est un problème où quand on tire un fil, il y en a plein d'autres qui peuvent venir. Donc voilà, le cadrage est déterminant. Question de Jude, je crois. Oui. Alors, une petite question pour Frédéric. En fait, dans la mobilisation des moyens pour former ce public, en fait, comment vous faites pour trouver des formateurs? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Alors oui, donc nous on est un organisme de formation, donc chez nous tout le monde est rémunéré, on n'est pas une fondation, une association. Donc oui, c'est des formateurs donc rémunérés qui sont le plus souvent freelance pour des raisons de flexibilité et parce qu'on croit fondamentalement à Saint-Plon qu'on ne peut pas être un formateur de métier dans le monde du numérique, il faut être dans le numérique et transmettre les compétences qu'on a en tant que professionnel du numérique. Donc, dans une formation de développeur à Saint-Plon, le formateur, c'est pas un formateur, c'est un développeur ou une développeuse qui fait de la formation. Mais là, c'est pareil, les formateurs sur les compétences informatiques fondamentales, c'est des gens qui sont dans le monde du numérique, qui peuvent être spécialisés dans la médiation numérique ou dans la formation, mais pas forcément. Et donc, effectivement, ils sont rémunérés, ils sont pris en charge, intégrés dans les coûts pédagogiques qui sont pris en charge par les OPCO et par Schneider Electric. Donc, oui, c'est une flotte de formateurs formés aussi à la pédagogie Saint-Plon, ça c'est important, je sais pas pour dire que Saint-Plon c'est mieux que tout le monde, je sais pas quoi, mais on a vraiment une pédagogie un peu spécifique qui est vraiment par projet, donc il n'y a pas de théorie chez nous, les gens ils mettent les mains dans le cambouis, ils apprennent en faisant, il y a une bienveillance très forte d'accompagnement, de développement des compétences, il y a aussi un groupe, Patricia le disait, c'est des groupes de 10 personnes, on les fait travailler ensemble, donc on déploie aussi des compétences qui ne sont pas que techniques, mais aussi des compétences douces. Et c'est vrai que cette pédagogie-là, tous les formateurs qu'on emploie directement ou qu'on rémunère en freelance, ils sont formés à cette méthode pédagogique pour que tout le monde, dans tous les sites de Schneider Electric, ait eu la même formation à la fois sur le contenu, mais aussi sur la posture pédagogique. D'ailleurs, on n'a que des retours positifs. Il n'y a jamais eu de retour négatif sur un formateur, sachant qu'on en avait bien 6-7. Est-ce qu'il y a des témoignages d'autres entreprises ayant lancé une démarche de ce type ou des questions à Patricia ou Frédéric? Il nous reste quelques minutes. Alors en attendant, moi j'ai une question. Peut-être Patricia, quels sont en fait maintenant les enjeux pour la suite? Qu'est-ce qui peut être les freins à la poursuite du déploiement de l'action avec Saint-Plon? Voilà, parce que c'est vrai que comme ça c'est formidable, on voit l'effort derrière, mais finalement quand même les principaux enjeux pour vous dans cette croissance de l'accompagnement à la lutte contre l'illettrisme. Le principal frein, je pense que c'est l'arrêt total des financements. Ça peut être un problème si nos usines doivent trop financer. Potentiellement, elles peuvent diminuer le nombre de sessions ou ne plus faire de sessions. Ça, je pense que c'est le frein majeur. Après, on a toujours un enjeu de former des nouvelles personnes ou de les faire progresser. Donc, je pense que
Moi, je pense que je souhaite une longue vie à Simplon et à nos projets parce que je pense qu'il y a encore pas mal de contenu qu'on peut développer les années prochaines pour peu qu'on ait les fonds nécessaires pour former nos salariés. Je vois Nils qui a Nils, dans le chat. Vous pouvez intervenir directement. Oui. Tout le monde voit pas forcément le chat. Oui, non, je commentais pour confirmer, je suis RH chez Schneider Electric côté usine également. Et donc tout ce qui a été dit par Patricia et Frédéric, je le confirme, l'ensemble des acteurs qui sont touchés par ces formations ou qui en bénéficient sont extrêmement satisfaits. Donc je le listais, les collaborateurs eux-mêmes, leur management, les syndicats également. Finalement, l'une des problématiques qu'on a, c'est qu'on n'a pas un Simplon en dehors de France. Parce que Schneider Electric est une entreprise internationale et on a évidemment les mêmes problématiques numériques dans d'autres pays. Et souvent, la question qui se pose, c'est dommage parce qu'on n'a pas le Simplon de l'Espagne ou de tel pays, parce qu'on voudrait vraiment reproduire ce type de schéma ailleurs. Et peut-être pour compléter les questions d'ordre juridique ou de crainte à aller sur une intrusion, est-ce que c'est quelque chose là en tant qu'RH qui s'est posé concrètement dans le cadre de votre expérience? Si on prend les questions de Marie et de Jean-Philippe à ce sujet-là. Et quelles étaient les questions? Excusez-moi, Laurence. Ça concernait le fait de pointer en fait des personnes qui auraient ce type de difficulté d'illettrisme numérique. Donc en gros le curseur entre la partie personnelle et professionnelle. Et si vous aviez, il y avait un risque juridique potentiel ou avéré dans la façon d'amener ce type de formation. Mais c'est vrai que je pense qu'on a, et comme toujours dans les comme très souvent dans les formations, on a vraiment essayé d'approcher la chose de manière non stigmatisante, c'est-à-dire de plutôt parler de ce qui est proposé par la formation que de ce qu'elle va corriger, entre guillemets. Donc, je pense que l'approche qu'on a toujours eue, ça a été de dire, en plus, l'air est tellement logique et amène tellement les sujets du numérique qu'il n'y a pas beaucoup de débat sur le fait qu'il est... Vraiment, on n'a pas du tout eu cette problématique de sentiment de stigmatisation. Je comprends la question et en fait, j'y avais limite même pas pensé avant parce que elle est pas apparue. Vraiment, cette problématique que les personnes qui ont bénéficié de ces formations puissent se sentir pointées du doigt autre. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas apparu parce que le sujet est une évidence et parce qu'on a abordé le sujet plus parce qu'il apporte que parce qu'il corrige. Et même des gens qui sont connectés peuvent apprendre des choses avec les formations Simplon. Des gens, ils savent pas ce que c'est que la téléconsultation. Pour avoir échangé. Complètement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'entreprise? Un dernier mot, peut-être Patricia et Frédéric, on est parfait dans le timing. Et puis je vous redonnerai un petit peu les points sur nos prochaines rencontres. Merci à vous d'avoir participé déjà, et de votre intérêt. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce sujet. Voilà, c'est la 3e année, donc je commence à maîtriser le contenu et comment ça fonctionne. Pareil, merci de votre attention, à votre disposition. Et voilà, je renouvelle aussi à Patricia les remerciements pour la confiance qu'ils nous font, parce que c'est un de nos plus gros programmes, tout programme de formation confondu. C'est plus de 5000 heures de formation, donc c'est énorme. Et effectivement, je fais un petit clin d'œil à Nils. On n'est pas dans tous les pays Schneider Electric, mais on peut déployer quand vous voulez dans d'autres pays où on est présent depuis longtemps, comme l'Espagne par exemple. On se rappelle, Frédéric.
Je vois Marie, bien entendu, comme chaque fois, on fera les mises en relation pour ceux qui le souhaitent avec Patricia ou Frédéric, hein, si vous êtes d'accord qu'on puisse communiquer vos coordonnées. Hein. L'idée, c'est voilà, vous montrer un peu des bonnes pratiques, vous donner envie, et puis évidemment, après, à vous d'avancer. Juste pour information, on a 2 dates dans le cadre du pacte qui arrivent. Donc là, plutôt sur la partie RH, sensibilisation, recrutement, sur les stages et les apprentissages pour les franciliens, ce sera à l'île Saint-Denis. Donc un apprentissage dating, Bintou, ce sera le 9 mars. Donc n'hésitez pas peut-être à regarder les communications, à revenir vers nous. On va vous sourcer des jeunes en fonction des besoins que vous nous remontez. Donc, faites-nous, si vous avez des enjeux de recrutement en ce moment, faites-nous les passer. Et deuxième sujet, concernant plutôt les acheteurs responsables, on a un gros événement alors, à Lyon le 14 mars au sein de la préfecture, où là aussi, on fera un matching qualifié concernant les achats responsables. Voilà, et peut-être que l'équipe de Frédéric ou d'autres entreprises liées à l'accompagnement au numérique sont évidemment les bienvenus. Si vous émettez des besoins, ça peut être un moment de caler la rencontre. Voilà, un grand merci à tous. Merci beaucoup, merci Laurence. Merci. Belle journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Le numérique. À bientôt. Inclusif. Merci à vous, au revoir.